Kylian Mbappé part, je suis curieux de savoir comment ils vont réagir à Doha quand même. Là, il va partir. Il lui offre un pont d'or, en tout cas, le PSG. S'il part, en tout cas, il lui offre un pont d'or comme t'as pas idée. C'est indécent. Le seul truc que je peux te dire sur Mbappé, c'est qu'il lui met une pression et que t'as Emmanuel Macron lui-même, qui dîne d'ailleurs de temps en temps avec Kylian Mbappé, qui met des pressions pour qu'il reste au PSG. Nasser a voyagé à Miami la semaine dernière par un vol Air France de 14h05 qui était parti le mardi, officiellement pour sa mission diplomatique avec le Qatar. Il a voyagé avec Alexandre Benalla. J'aimerais savoir ce que fout Benalla avec Nasser Al-Khelaifi. Tu as écrit récemment que tu avais consacré une année de ta vie à ce qu'on peut appeler les scandales sexuels dans le football. En Haïti, les mecs me parlent de confidentialité. On parle quand même de pédocriminalité et d'avortement sur mineurs, mais dans l'horreur absolue. Il y a un rapport de 45 pages qui est publié sur le site de la FIFA qui explique que c'est un réseau pédocriminel avec des avortements dans le centre, etc. Il reste énormément de mecs qui ont touché les petites. Et en plus, comme si ça suffisait pas, quand la FIFA ou la CONCACAF, donc la Confédération d'Amérique du Nord, de la Caraïbe et d'Amérique centrale, confédération régionale, venaient en Haïti, et on leur donnait des filles, des employés, des arbitres et des joueuses ont été forcés de coucher avec des officiels. On parle de réseaux pédocriminels de 30 ans avec des ramifications politiques et potentiellement au Gabon, on parle du plus grand réseau de l'histoire, indépendamment du foot, parce qu'on parle de milliers d'enfants. Donc on a aujourd'hui la FIFA qui va te parler des droits des femmes, qui va te parler de toutes ces valeurs, qui fait partie du G20 maintenant à chaque fois. Ils sont même dans la conférence pour le réchauffement climatique, qui est devenu un des acteurs non étatiques les plus puissants du monde. Tu sais aussi bien que moi, mais ça s'est encore plus politisé avec Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA et qui rêve du prix Nobel de la paix. On a cette organisation-là qu'on voit de partout, qui va carrément essayer de dicter sa loi à des gouvernements, principalement en Afrique, même dans des affaires de pédocriminalité. Bon, Romain, on se connaît pas bien tous les deux, mais il se trouve que j'ai écrit la préface avec grand bonheur d'ailleurs d'un de tes livres qui est La Mano Negra, qui m'avait complètement scotché, où tu racontes d'une manière assez, unique, parce que t'as un talent de conteur et puis t'es très informé sur le milieu du football, le monde très interlope des agents, cette hiérarchie qui est entre eux, le côté mafieux, et c'est vraiment mafieux de cet univers et du football en général. Et donc depuis ce livre, je te suis un peu de loin parce que t'es très anachronique dans le paysage du football, et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter, parce que tu es d'abord profondément journaliste, c'est-à-dire que tu nous informes de pratiques qu'on ne connaît pas. Donc là, je sais pas par quel bout commencer, mais en tout cas, peut-être commençons par ton actualité, parce que je voudrais qu'on parle du Qatar, je voudrais qu'on parle du PSG, je voudrais qu'on parle des scandales sexuels, de tout ce que tu révèles à partir d'Haïti et tout ça et que j'ai suivi. Je voudrais qu'on parle du foot en France aujourd'hui, de la fédération française, etc. Donc le sujet est vaste, et on se dit aussi que les gens qui nous regardent sont pas forcément des footeux ou des supporters du FC Metz comme moi et donc on va essayer d'être un peu pédago, quoi. D'ailleurs, t'es supporter d'un club, toi? Non, mais j'ai toujours une tendance pour l'outsider. Avant, j'avais une tendresse pour le plus vieux club écossais, Queen's Park FC. J'avais vécu en Écosse, qui est toujours resté amateur, sauf il y a 2 ans. Ils nous ont changé. Voilà, j'avais une tendresse assez romantique à ce niveau-là. Et juste en préambule, déjà, je te remercie pour l'invitation et je te remercie pour l'excellente préface de La Mano Negra à l'époque, et qu'on ne se connaissait pas à l'époque du tout, je tiens à le dire d'ailleurs. Et autre point, c'est que les gens des fois voient le football en disant c'est juste un sport, mais là, c'est ce qu'on va expliquer, je pense, dans l'entretien, c'est que en fait, ce n'est pas du tout qu'un sport. Et c'est évidemment éminemment politisé et à des strates qu'en fait les gens ne peuvent pas imaginer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un objet de pouvoir. Évidemment, quand tu fais un sommaire en parlant du Qatar, du PSG, de la FIFA et tout le reste, on est en plein dans je vais presque envie de dire, avec des gens parmi les plus puissants du monde qui se réunissent dans un stade, dans un lieu, on va dire, presque champêtre, avec une coupe de champagne à la main, pour parler de choses et d'autres. Donc, Et peut-être commençons par ton CV. Toi, tu as quel âge, Romain? Je viens d'avoir 31 ans, écoute, même si j'ai une tête juvénile avec des maillots Sonic. Mais écoute, je viens du Nord-Isère, d'Isère, où j'ai grandi. J'ai eu qu'un bac, je viens des marchés, fruits et légumes. Et puis voilà, après je me suis fait un peu tout seul. J'ai commencé dans un magazine de basket, Maxi Basket et Basket News, que je salue, qui est feu. Tu avais fait un bouquin sur Tony Parker, je crois, je me souviens. La génération Parker avec Benjamin Henry, où j'ai sorti 6 livres. Et là, je fais le 7e autour de la guerre au Yémen, avec une Yéménite. La guerre des bonnes affaires, donc on pourra parler, parce qu'il y a beaucoup à dire.
Et puis, j'ai fait des enquêtes pour le New York Times, le Guardian, la BBC, CNN, Josimar en Norvège également. Et voilà, je suis toujours indépendant et je travaille principalement autour du foot et du basket, notamment de ces coulisses, qui m'ont permis de rencontrer aussi des gens, je te dis, dans le domaine politique, etc. D'où ce que je suis en train de faire autour du Yémen, parce que intellectuellement, je trouve ça Le Yémen, on pourra en parler, ça ne concerne pas tellement le football, mais ça concerne le Qatar. Mais déjà, je dois préciser qu'on fait cet entretien par Zoom, parce que tu ne vis pas à Paris, tu vis au sud de l'Espagne, près de Séville ou près de... Je vis en Andalousie, sous le soleil, loin de tout, exactement, c'est ça. D'accord. Et régulièrement, comme tu es sur Twitter, tu t'engueules avec des journalistes sportifs. T'es assez cash quoi dans tes propos et on te le reproche assez. Mais moi, c'est pas pour me déplaire quoi. Et en tout cas, tu nous informes sur le foot. Donc on peut peut-être commencer par ton actualité. Tu as écrit récemment que tu avais consacré une année de ta vie à ce qu'on peut appeler les scandales sexuels dans le football et tu démarres par Haïti. Est-ce que tu peux raconter comment tu tombes sur cette histoire et est-ce que ça génère parce que t'en beaucoup et c'est beaucoup dans la presse étrangère qu'on l'apprend et pas tellement en France quoi. Non, ça a changé ma vie en fait. Si tu veux, à la base, j'avais pas prévu de ça. C'était il y a 2 ans et demi maintenant. Je fais une vidéo parce que j'ai une chaîne YouTube en fait où je fais des sujets un peu d'actualité. Et moi, je traite tout, en fait, dans le milieu du foot, notamment ce que les autres traitent pas forcément. Principalement des fédérations à l'étranger, parfois francophones, parce que j'ai beaucoup d'infos qui me reviennent. Et je fais une vidéo avant les élections en Haïti, parce qu'en fait, c'était pris comme un cartel, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, par monsieur Yves Jean-Bart et son fils. Ça faisait 20 ans, etc. Donc, je fais une vidéo là-dessus. Jean-Bart et son fils, c'est qui? Tu peux préciser? Et son fils, on l'appelle Papito. Mais en fait, c'est une famille qui tient le foot haïtien. Bon, ça fait 20 ans, j'explique certains trafics financiers, etc. Bon. Et ça a un bruit pas possible, un retentissement en Haïti incroyable. Parce que personne s'attaque à ce monsieur qui est littéralement un petit dictateur, ami personnel de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, etc. Et là, il s'avère que rapidement, je suis contacté par des gens qui me disent oui, il y a des magouilles. C'est très proche également d'un cartel qu'on appelle la Familia. C'est un cartel notamment de drogue dans la Caraïbe, lié à une personne qui s'appelle Grégory Chevry, de la fédération, qui a interdiction de rentrer sur le sol américain, et qui était d'ailleurs l'un des bénéficiaires des fonds FIFA. Donc déjà, premièrement, parce que la FIFA donne de l'argent à des fédérations à travers le monde en échange de votes, quelque part, sans vraiment regarder ce qui est fait de l'argent. Donc là, premier point à signaler, c'est que la FIFA a financé notamment un cartel de drogue. Sans le savoir ou pas, mais parce que ce mec était président d'un truc qui récupérait des fonds FIFA. Enfin bref, je pourrais te le faire. Et dont le frère était maire de Port-au-Prince pour l'anecdote. Bref, je m'égare. Tout ça est documenté parce que moi, j'ai lu un peu, donc oui. C'est pas des trucs... Non, mais je veux dire pour les gens qui... Je vais bien t'expliquer ensuite la suite. Bon, j'essaie d'être pédagogue. Et là, je suis rapidement contacté par des gens qui me disent, mais le véritable problème en Haïti à la fédération, c'est les abus sexuels, notamment sur mineurs. Et il s'avère que, au début, il y a une personne qui est l'amie d'une joueuse, en fait, qui un jour voulait parler, qui a vu la vidéo, qui a vu mes entretiens, qui a entendu mes entretiens à la radio haïtienne, et ils se sont dit, bon, on va essayer. Et là, on commence à m'expliquer. J'ai une personne, 2 personnes. Là, je me dis, bon, là, j'ai un cas de conscience, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que là, à un moment donné, quand j'ai la fille qui me raconte, et au début, elle parle un peu des autres, et là, j'ai aucune expérience, moi, dans ce domaine-là. La fille, c'est pas lui demander. Ouais, elle jouait pour l'équipe nationale d'Haïti. C'est joueurs internationales. C'est que des joueurs internationales. Et ça se passe dans un centre à la Croix-des-Bouquets. C'est à une dizaine de kilomètres de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Dans ce qu'on appelle le ranch. C'est là où les Duvaliers s'étaient mariés d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'est une propriété des Duvaliers. Donc, ancien chef d'État d'Haïti aux années 70-80, père en fils. Et en fait, ça a été transformé en centre FIFA. C'est la FIFA qui a financé ça. Donc, c'est le centre FIFA Gaulle de la Croix-des-Bouquets. En fait, c'est le genre de Clairefontaine. Pour ceux qui s'intéressent en France, c'est pareil. Et c'est dans ce centre-là où les abus se commettaient. Donc, avec les meilleures joueuses d'Haïti. Et donc, je commence à parler à certaines, et là, il arrive un cas de conscience. C'est qu'est-ce que je fais de ces informations-là à un moment donné? Et je savais qu'il y a 2 ans auparavant, le Guardian, donc journal anglais, avait publié une enquête similaire, mais c'était sur des majeurs, autour de la fédération d'Afghanistan, qui avait abouti au final au bannissement à vie du football du président afghan par la FIFA. Bon, je m'étais dit, écoute, c'est la seule marche à suivre, donc je parle à un journaliste italien que je connais, qui est freelance, Alex Seznik, ce qu'il avait déjà écrit dans le Guardian. Moi, j'ai pas de contact au Guardian de l'époque. Et me dit, OK, donc on fait une réunion avec Ed Harrods, qui est au Guardian. Je vais expliquer tout ça, plus réunion avec les chefs et tout. Et dans le même temps, bon, je me dis, écoute, par acquis de conscience, parce que je savais pas quoi faire, je connaissais pas à ce niveau-là, je me dis, je vais écrire à la FIFA. Donc, j'écris à la FIFA. Et j'ai un entretien avec eux. Et je leur dis, écoutez, il y a un gros problème. Je donne pas les noms des filles et tout, hein. Je dis, il se passe ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain, les mecs? L'un des responsables dirigeants de la FIFA, qui a étudié avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. Ce monsieur s'appelle Véron Mosengo Omba, qui aujourd'hui a été envoyé à la Confédération africaine de football par la FIFA. Ce monsieur-là, il a appelé personnellement en Haïti
pour les prévenir. Et j'apprends ça. Là, je me dis, attends, les mecs me parlent de confidentialité. On parle quand même de pédocriminalité et d'avortement sur mineurs. On est dans l'horreur absolue. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'alerter. Oh, faites attention, on a entendu ça. Ouais, je pète un plomb. J'envoie un mail à la FIFA qui est tout sauf diplomate. Ils disent, vous prenez pour qui? Vous croyez que j'étais pas au courant? Parce que j'ai des gens à la Fédération d'Haïti. Au moment où l'appel il est passé, je le sais 10 minutes après. Donc, OK. Donc là, je dis, OK, vous voulez jouer à ce jeu-là? Excuse-moi l'expression, allez vous faire voir, ça va sortir. Et donc, on sort en avril 2020 le premier article à ce sujet-là sur les abus sur mineurs dans le centre. Au final, je te fais les détails. On se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs dirigeants impliqués et des gens qui les ont aidés. Bon. C'est une sorte de droit de cuissage sur des joueurs qui sont majeurs ou c'est mineurs. Il y a des filles de 15 ans qui ont avorté. Ah non, mais on est dans l'horreur et il y a la plupart des filles jouent aujourd'hui en France. C'est dans les quoi clubs. Bah, la plupart de ces filles-là jouent aujourd'hui en France. Ah oui. Et si tu veux, tout se passe en Haïti dans l'équipe nationale. Et là arrive une histoire mais dingue. Je vais le faire court parce qu'on pourra en faire 3 heures. J'ai un ami haïtien qui m'aide pour le créole notamment. Et tous les deux, en fait, on va faire une base de données type FBI, mais vraiment, on se met dans le truc jusqu'au bout. Et là, nous arrivent des péripéties. Un des témoins clés est en danger de mort, littéralement. On a dû le cacher 3 mois en Haïti, sauf que moi, j'ai aucune expérience dans ce genre de truc. Mon ami non plus. Et là, on a eu une dame qui a aidé. Je vais donner son nom parce qu'elle mérite. Elle s'appelle Kat Craig. C'est une avocate anglaise de la FIFPro. Elle a littéralement sauvé la vie quand on était 3. On avait le destin, mais réel, hein, de personnes entre nos mains. Parce que il y a des gens qui sont venus armés de Kalash chez lui. Et en Haïti, comme tu le sais, la situation sécuritaire avec les gangs, c'est très compliqué. Et tu vas faire un véritable cartel. Donc là, les mecs se sont dit, attends, on va se faire découvrir. Ils ont menacé tout ce qui bougeait, ils ont payé, etc. Il y a des gens qui sont sortis du pays. Et je vais te dire, pour cacher quelqu'un pendant 3 mois, c'est pas facile. Ensuite, c'est des potes à moi, des gens qui connaissaient à peine, qui ont hébergé cette personne. Donc, un de mes lecteurs, je remercie, qui l'a hébergé pendant 3 mois. Il y a plein de procédures, etc. Enfin, ça a été des histoires épiques. Et là, c'est pas fini. Je te fais très court. Et ton papier, le premier papier qui sort, c'est dans le Guardian. C'est en avril 2020. Il y a 2 ans. Et c'est ça qui met le feu aux poudres. C'est ça. Après, on en fait plusieurs. On explique qu'il y en a d'autres. Le vice-président qui fait pareil, qui est responsable de la commission d'arbitrage. On donne d'autres noms et tout ça. Novembre 2020, après une suspension de 90 jours x2 par la FIFA pour qu'ils aient fait une enquête. On pourra parler de l'enquête de la FIFA parce que ça aussi, c'est marrant. Il y a le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro et Human Rights Watch également qui ont fait des dossiers. Il est avéré qu'en effet, tout ce qu'on a dit était vrai. Monsieur Jean Bart, donc le président de la Fédé, et Bagnavi du football pour abus systémique sur mineurs. Il y a un rapport de 45 pages qui a été publié sur le site de la FIFA qui explique que c'est un réseau pédocriminel avec des avortements dans le centre, etc. Donc, ils disent que c'est choquant et tout ça. Quelques mois plus tard, le vice-président de la fédération, Rosny Grant, a banni à vie pour les mêmes choses. Et 2 femmes ont été bannies 5 à 10 ans pour complicité. Sauf qu'il reste énormément de mecs qui ont touché les petites. Et en plus, comme si ça suffisait pas, quand la FIFA ou la CONCACAF, donc la Confédération d'Amérique du Nord, de la Caraïbe et d'Amérique centrale, la Confédération régionale, venait en Haïti, et on leur donnait des filles, des employés, des arbitres et des joueuses ont été forcés de coucher avec des officiels en échange de fermer les yeux, notamment l'auditeur français envoyé par la FIFA suite au tremblement de terre de 2011 et un don de 3 millions de dollars de la FIFA. Il fallait voir si, entre guillemets, ça se passait bien. Et le mec, il recevait les filles. Donc tout le monde a dit, oh, oui, tout va très, très bien. Et là, on va publier ces prochains jours la plupart des noms des officiels. Je peux te dire que ça remonte tout en haut de la FIFA. Qui, à l'époque, en 2013, le président de Haïti, Michel Martelly, voulait la tête du président de la Fédération d'Haïti. Et c'est la FIFA qui lui a dit, mon coco, en gros, tu dis rien. Parce que la FIFA impose sa loi à travers des gouvernements. Mais ça, on pourra parler plus tard. Et je te fais très vite pour terminer. Tu as également l'ancien ministre des Sports et de la Jeunesse en Haïti, ancien secrétaire d'État, M. Evans Lescouflard, qui, c'est un dossier que j'ai travaillé depuis 2 ans, aujourd'hui est visé par plusieurs plaintes en Haïti pour viol sur mineurs, notamment de l'ambassadeur UNESCO haïtien Claude Alix Bertrand, que je salue, qui est une personne exceptionnelle, et d'autres personnes, notamment, qui ont été dans ce centre FIFA. Jeudi, il y avait une audience au tribunal de première instance de Port-au-Prince. M. Lescouflard ne s'est pas présenté. Son avocat a transmis une lettre en disant qu'il est à l'étranger pour des soucis de santé. Un mandat d'arrêt a été émis contre M. Lescouflard, une interdiction de sortie du territoire, et son dossier a été transmis à la chambre d'instruction. C'est-à-dire qu'il est mis en examen aujourd'hui pour viol sur mineur et agression sexuelle. Et lui aussi, ça se faisait au centre FIFA.
pendant 20 ans. Ce qu'il faut dire, moi qui te suis un peu de loin, c'est que cette première affaire haïtienne en a généré d'autres et que là, maintenant, t'es abonné depuis 2 ans au scandale sexuel en Afrique, au Kenya, aux Comores, en Mongolie. Enfin, et puis alors. Gabon surtout. Au Gabon, et puis Gabon, là, alors il n'y a pas que le foot, il y a aussi le taekwondo, il y a aussi le basket. Donc c'est un truc de dingue, quoi. C'est des ramifications partout. Comment tu peux résumer ça et qu'est-ce qui te choque le plus dans l'impact d'Haïti, il a été tellement énorme qu'ensuite je suis contacté, notamment dans la francophonie. D'où pourquoi pas mal de cas en Afrique, c'est juste une question de langue en fait. Et puis aussi de courage. Moi, il y a énormément de gens qui sont au Mali, au Gabon, en Haïti, qui, excuse-moi, ils ont un courage incroyable et je tiens à les féliciter parce que c'est grâce à ça aujourd'hui que la voile se libère, et également en Amérique latine. Là, je fais Colombie, Salvador et bientôt Costa Rica. Et je parle que des fédérations. Je parle pas des petits clubs, Denis. Je parle des fédérations qui sont elles-mêmes, qui appartiennent à les plus grandes instances sportives internationales, des équipes nationales. Donc c'est gravissime. Je suis fait quelques cas en France. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, au Gabon, il y a le président de la fédération qui a été incarcéré au football pour avoir couvert des actes pédophiles. Au Gabon, on a 50 dignitaires sportifs, coachs et sportifs en taekwondo, foot et tennis ont déjà été écroués à la prison centrale de Libreville. On parle de réseaux pédocriminels de 30 ans avec des ramifications politiques et potentiellement, au Gabon, on parle du plus grand réseau de l'histoire, indépendamment du foot, parce qu'on parle de milliers d'enfants. Il y avait l'ancien coach et moins 17 de l'équipe gabonaise, Patrick Assoumoui Di Capello. Et ce que je te dis vient de victimes, de sa famille, de gens qui ont joué en équipe nationale. Il a au moins, pardonne-moi l'expression, je vais le dire en gabonais, DREP, ça veut dire malheureusement, voilà, au moins 1000 gamins. Et je suis sérieux. Ah non, mais c'est inimaginable. C'est quasiment tous y sont passés. Non, mais le Gabon, c'est pareil. Aujourd'hui, moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est pas qu'il y ait des détraqués. Ça, j'ai compris. Ça existe de partout, dans tous les pays du monde. C'est qu'est-ce que font les instances derrière pour couvrir. Là, on a publié dans le Guardian, 1 heure avant que tu m'appelles, une lettre du secrétaire général de la CAF, ce même mec qui avait appelé en Haïti, où il a demandé aux autorités gabonaises la libération rapide du président de la Fédé, en les menaçant. Donc, on a aujourd'hui la FIFA qui va te parler des droits des femmes, qui va te parler de toutes ces valeurs, qui fait partie du G20 maintenant à chaque fois. Ils sont même dans la conférence contre le réchauffement climatique, qui est devenu un des acteurs non étatiques les plus puissants du monde. Tu sais aussi bien que moi, mais ça c'est encore plus politisé avec Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA et qui rêve du prix Nobel de la paix. On a cette organisation-là qu'on voit de partout, qui va carrément essayer de dicter sa loi à des gouvernements, principalement en Afrique, même dans des affaires de pédocriminalité. Donc, on en est où? Et ce que je remarque le plus grave, c'est le silence assourdissant des médias, le silence assourdissant des joueurs, des anciens joueurs, qui, dès qu'on attaque, par contre, un peu d'argent ou autre, là, il y a tout le monde qui parle. Dès qu'on parle de pédocriminalité, qui aujourd'hui, je suis désolé de le dire, on parle de pédocriminalité dans l'église, dans l'école, je suis d'accord. Il y a personne pour parler au niveau du sport international. Tout ce qui s'est passé dans la gymnastique aux États-Unis, l'affaire Larry Nasser, tout ce qui s'est passé dans le patinage en France, dans l'équitation en France, dans le judo en France. Et là, tous les cas qu'on est en train de déterrer dans le football, ça fait que chaque semaine, et je sais pas une connerie, je reçois du monde entier des gens. Là, je te dis Costa Rica, Guatemala, Cameroun, c'est de partout. Et c'est que dans les fédérations en disant, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce qu'en effet, on a beaucoup de résultats. C'est à peu près 20 personnes bannies à vie ou en prison depuis 2 ans maintenant. Et c'est moi qui gère à peu près tous ces dossiers de suivi et on continuera jusqu'au bout. Et en fait, tu piges pour la presse, pour le New York Times ou le Guardian, mais pas tellement dans la presse française. T'as essayé? Bah écoute, je fais beaucoup aussi pour Josimar, qui est norvégien. La BBC, j'avais fait CNN, donc j'ai fait quasiment tous les plus gros. Tu vois, mon entier. Là, j'ai une touche même pour le Washington Post qui aimerait bien que je fasse un ou deux trucs, voir BuzzFeed. Mais en France, bon, bah écoute, on va innover, mais on en parlera hors micro. Moi, j'aimerais bien que tu écrives 2-3 trucs pour Blast, des papiers un peu plus généraux. Non, mais il y a pas de problème. Mais en France, voilà, écoute, c'est comme ça. Moi, je vais pas pleurer. Non, mais t'es une sorte de, parce que quand on parle de toi aux journalistes sportifs, t'es une sorte de paria. J'ai connu ça moi aussi. Mais on va pas se lamenter. Tu fais du. Mais jamais. Mais attends. Voilà. Non, mais alors comment matériellement tu vis grâce à ces piges et puis aussi grâce à ta chaîne YouTube où tu la monétises un peu parce que faut dire qu'il y a plus de 300 000 personnes qui te suivent sur Twitter, 150 000 sur YouTube. C'est à peu près ces chiffres, non? Ouais, 180 000 quelques mille sur YouTube, plus de 300 000 sur Twitter. Mais en fait, si tu veux, je vis grâce à YouTube aujourd'hui. Hein. Clairement, tu vois. Par mois, là, le mois dernier, j'ai fait 1 600 €, je crois. Là, je suis parti sur des bases pour faire 2 000 € au mois de mai. J'ai jamais fait autant. Voilà, depuis janvier, ça a vraiment augmenté. Et là, j'invite les gens à aller sur
sur YouTube. D'ailleurs, on va enchaîner sur un autre sujet parce que c'est là où j'ai vu une de tes vidéos que j'ai envoyée à plein de monde, enfin les gens qui aiment le foot, qui suivent le championnat de France. C'est la vidéo où t'expliques le PSG et Nasser et on va mettre le lien, on va mettre un extrait. Alors Nasser, certains vont dire c'est le prince du désert, etc. Donc c'est-à-dire c'est pas quelqu'un de la famille royale. Et en effet, il a un certain pouvoir de décision dans la vie du club au quotidien, mais il n'est pas le décisionnaire. Et lui, Nasser, il obéit quand on lui donne un ordre. Il est loyal, il est fidèle. Et alors, c'est hallucinant parce que tu le racontes de l'intérieur, quoi. Tu racontes je veux dire, t'as des mecs qui font des centaines d'articles pour essayer d'expliquer pourquoi le PSG ne s'est pas qualifié en Champions League ou pourquoi ça foire autant avec Messi, Neymar, etc. Mais il suffit d'aller regarder ta vidéo et on comprend. C'est un bordel, une lutte de pouvoir à l'intérieur. Mais au-delà de ça, quoi, il y a ce trafic avec. Là aussi, il y a des histoires de femmes, de Philippines, etc. Est-ce que tu peux un peu résumer tout ça? Bien, c'était. Le PSG par Romain Molina, vas-y. Il y a déjà première chose, mais quand Blast avait sorti, je sais pas comment on l'appelait, Qatarlix ou autre, notamment sur notre ami Bernard-Henri Lévy et plein d'autres choses, j'avais trouvé le silence assourdissant. Ouais, je suis bien placé pour le savoir. Hein. Et c'est assez terrible. Ce qu'il faut comprendre sur le Paris Saint-Germain, comment il s'appelle ton invité avec qui tu as fait Franck Estinger, j'arrive jamais à prononcer son nom. Oui, Marc Estinger. Marc Estinger, qui dit plein de choses très intéressantes. Et je ne sais pas s'il l'a dit, mais je vais te le dire franchement. Le PSG, il y a tous les gens qui adorent ce club et je les comprends. Quand tu prends le point de vue du Qatar, c'est un club d'image et politique. Sportif, il est bien après. Et à l'ambassade en France du Qatar, ils te diront que le PSG leur a permis de faire ce qu'aucune ambassade au monde pour le Qatar a réussi. C'est pas tellement une question de... Il y en a, ils vont te dire, ils ont acheté la France. Non, tu sais aussi bien que moi, le Qatar a plus d'intérêt au Royaume-Uni qu'en France. C'est en termes financiers, par exemple. Et la France n'est pas que sous diktat qatari. Il suffit de voir la connexion très particulière entre les Émirats et la France qui est permanente, avec la base militaire qu'on a aux Émirats, etc. et tout. Et que tous les présidents ont essayé, globalement, d'être copains avec tous les mecs du Golfe, avec plus ou moins de nuances, parce que quand Hollande récupère le pays, il y a un cabinet noir qui travaille pour lui contre Sarkozy et le Qatar. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Au final, ils se sont arrangés. Et notamment autour du PSG. Donc, si tu veux, le PSG, c'est un tête, je sais même pas comment t'expliquer, c'est une chalie. J'ai juste donné un exemple tout bête, en fait, qui résume le club. Tu as à la tête quelqu'un qui s'appelle Nasser El Khelaifi, qui lui-même obéit à l'émir, à Tamim. Les gens pensent que Nasser, c'est le patron, que c'est un prince. Non, il vient pas de la famille royale, Nasser. Quand France Football dit le prince du désert, mais il est prince de quoi, Nasser? Il s'appelle pas Al-Thani, c'est Al-Khelaifi. Donc, il arrive déjà, parce que comme tu le sais, l'émir, ça ne devait pas être lui à la base, ça devait être le prince Jassim. Donc, tous les mecs de Jassim, ils se sont fait dégager. Donc, Tamim arrive avec ces gens. Nasser, lui, à la base, il vient dans les droits TV. Et c'est pourquoi les droits TV, c'est clé. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il a fait la même chose dans les droits TV qu'au PSG. Quand Nasser El Khelaifi arrive dans les droits TV, à la base, c'est un employé de mairie qui n'a pas vraiment d'argent, qui baisse les yeux dès qu'il voit une femme, qui n'a pas du tout confiance en lui, qui a des problèmes de stress, comme quand il joue au tennis. Le de ses premières interviews en direct, elle est en Thaïlande à l'époque, c'est quasiment évanoui. Il n'a pas pu la faire en direct. C'est quelqu'un qui, à la base, a du mal à gérer le stress et qui vit sous l'influence permanente de son frère aîné qui s'appelle Khaled. Quand Nasser arrive dans les droits TV, il gère des trucs avec Al Jazeera Sport et tout. Donc, l'idée du Qatar à la base, c'est de dire on va offrir le foot quasiment gratuit à nos frères musulmans dans le MENA. Parce que c'était l'idée aussi de s'imposer diplomatiquement, etc., de gagner en influence. En tout cas, c'est logique. Donc, t'as Nasser qui va gérer ça avec d'autres personnes. Il y a Expédivan Bloom, il y a un Thierry Morano, il doit y avoir une autre personne. Et donc, au début, ils vont commencer le premier contrat, c'est la Liga espagnole, qui va être Al Jazeera récupère et va disparaître en monde arabe. Puis de plus en plus de contrats. Sauf que Nasser va récupérer ça. Là, on est en 2010, 2003, 2004. Ah non. C'est le tout début de Nasser. On va remonter au tout début de Nasser. Et à la base, Nasser, c'est pas, voilà, c'est un mec très radin, ok, mais bon, il fait son petit truc très discret. Sauf que rapidement, il va écarter les mecs. Il va récupérer ça et mettre son âme damnée, on va l'appeler comme ça, qu'il appelle le sale iranien quand il est énervé, qui s'appelle Youssef Al-Obaidi, qui est aujourd'hui le CEO de beIN Sport. Donc, c'est un mec très important. Aussi, qui venait du tennis avec lui. Et là, petit à petit, ils vont commencer à récupérer de plus en plus de droits. Et c'est là où tu vas comprendre. En fait, les contrats qui, à l'époque, valaient 30 millions, quand c'est Nasser et Youssef qui les gèrent, maintenant, ils les payent 60. Normal. Il y a un intéressement. Depuis qu'Al Jazeera a commencé, il y a eu plus de 25 milliards de dollars qui ont été mis dans les droits TV. Toute l'inflation que tu vas des droits TV, elle est en partie due à Nasser El Khelaifi parce qu'ils ont surpayé. Et là, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. On est en 2008-2009. Tu as
Abu Dhabi Sport, si j'ai pas de bêtises, qui veut récupérer les droits de la Première Ligue. Il y a les droits de la Première Ligue pour Moyen-Orient. Al Jazeera, les droits de la Ligue des Champions. Un deal est passé à Abu Dhabi. Nasser arrive et dit, on garde la Ligue des Champions. Et vous, on va pas sur la Première Ligue. Tu sais, ils s'entendent. En gros, pour se partager. Arrive Al Jazeera récupère les droits de la Ligue des Champions. Les mecs d'Abu Dhabi tiennent parole. Arrive l'appel d'offres de Première Ligue. Et là, tu as une société qui va récupérer le contrat qui s'appelle MP Silva, tenu par un mec qui s'appelle Ricardo Silva. Il récupère le contrat. Un mois après, ils revendent les droits à Al Jazeera. En fait, Nasser avait tout orchestré pour tout récupérer. Donc, depuis ce jour-là, les mecs d'Abu Dhabi veulent une haine à Nasser. Et en fait, son business va commencer à s'agrandir dans les droits TV. En même temps, il va récupérer la gestion du PSG. Et dans les droits TV, en fait, il va mettre plein de mecs autour de lui. Et c'est là où tu as une espèce d'armée mexicaine. Parce qu'il a fait exactement au PSG. Et donc, ça cristallise les haines et les jalousies, parce que Nasser, souvent, passe dans le dos et adore le conflit. Donc, tout ce que tu vois aujourd'hui au PSG, il l'a fait il y a 10 ans auparavant dans les droits TV, pour des résultats qu'on a vus. Et là, maintenant, au PSG, je vais juste donner un petit indice, mais Nasser a voyagé à Miami la semaine dernière, par un vol Air France de 14h05 qui était parti le mardi, officiellement pour sa mission diplomatique avec le Qatar. Il a voyagé avec Alexandre Benalla. J'aimerais savoir ce que fout Benalla avec Nasser Al-Khelaifi. Ça fait des années que Benalla est proche du PSG, enfin proche. Il essaie de rentrer, mais les gars de Nasser veulent pas. Mais Nasser est persuadé que c'est une bonne idée. Alors maintenant, je te pose une question, Denis. À quel moment de ta vie tu te dis, je suis au PSG, je vais essayer de faire rentrer Benalla? Et que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, non. Mais là, comment ça va se passer? Comment ça se passe avec Leonardo? Est-ce que Leonardo a un lien avec Nasser privilégié, ou est-ce qu'il passe par le calife qui est au-dessus de lui, non? Il se déteste. Bah, si tu veux, Nasser a un bras droit qui s'appelle Jean-Martial Rive, dans la communication, qui lui, a sous influence beaucoup de comptes Twitter, etc., et des médias. Et quand tu vois des informations où Leonardo se fait démonter, ça vient directement du clan de Nasser. Bon, après, Leonardo le mérite, vu son bilan. Hein. Mais sachant qu'en fait, Leonardo, il a un lien direct avec l'émir. Nasser ne supporte pas les gens qui parlent directement à l'émir. Parce que si les informations sur ce qui se passe réellement au club, un jour, elles arrivent directement à Doha. Mais à te lire et à te suivre, c'est là où j'ai compris que c'est la raison, comme si on doit hiérarchiser les raisons pour lesquelles le PSG n'y arrive pas, c'est parce qu'en fait, il y a deux têtes, quoi. Il y a Nasser et il y a l'émir. L'émir et Leonardo représentent, je sais pas si je me trompe, mais représente un pouvoir, et Nasser représente l'autre. Et comme c'est une armée mexicaine, ça se tire sans arrêt dans les pattes. C'est pour ça qu'il y a une communication très floue. Et comme l'ensemble des journalistes qui suivent le football ont besoin de croûter, ont besoin du PSG, ces gens-là le savent, le sentent, mais jamais rien ne sort, quoi. Mais attends, mais j'ai tellement de témoignages d'employés actuels et passés. Le problème, c'est que quand les mecs, ils partent, et on leur fait signer des déclarations de confidentialité contre de l'argent, pour rien dire. Tu sais qu'à l'époque, quand même, dans les vannes du PSG, il y avait un trafic de fauteuils roulants pour l'Algérie, fait par des gars de Nasser. Mais c'est le bordel à tous les étages. T'as des mecs, tu sais pas d'où ils viennent. Là, aujourd'hui, Nasser, maintenant, dans sa gare, tu as un nouveau joueur de tennis, un ancien joueur de tennis, Doman, il est de retour. Pendant des années, il a disparu, on sait pas ce qu'il fait. T'as un mec qui s'appelle Abou Razal, qui est un mec un peu de forte corpulence, qui a plein d'affaires aussi scabreuses, qui était un gardien d'immeuble en Jordanie que son grand frère connaissait. T'as un mec qui vendait des poulets en Arabie Saoudite, qui est égyptien, qui s'appelle Adel. T'as l'ancien intendant de Nasser, qui s'appelle Hichem Karmouzi, dont le père était gardien du stade de tennis à Casablanca. T'avais un ancien mec du tennis tunisien qui s'appelle Adel Aref, qui était chef d'un cabinet de Nasser El-Khelaifi, qui a jamais eu de cabinet. Enfin, il y a une armée mexicaine autour de lui. Des mecs qui font des rendez-vous. T'as des mecs plus ou moins sérieux. T'as Jamel Bourras aussi, qui est son coach privé, qui des fois va faire des rendez-vous. T'as ce fameux Jean-Martial Ribe. Enfin, si tu veux, c'est une armée de flatteurs. Pour donner un indice, il va se reconnaître. Tu as quelqu'un pour plaire à Nasser qui a dit qu'il s'est converti à l'islam. Bon, c'est son choix. D'après toi, il a choisi quel prénom? Nasser. Non, mais sans doute. Et Nasser a appelé son fils comment? Il l'a appelé comme l'émir. D'accord. Tu retrouves le même fonctionnement. Père à ton mec. Ça veut dire que par exemple, le choix du coach, là, Pochettino cette saison, ou l'émir. Hein? Est-ce qu'il y a l'émir, est-ce qu'il y a autour de l'émir? Parce que pareil, tu as une cour autour de l'émir. Je vais donner un exemple concret pour montrer que le PSG, c'est très particulier, cette direction de Stéphane. Il y avait un joueur argentin qui a signé il y a 3 ans et demi, qui s'appelle Giovanni Lo Celso, qui a signé d'Argentine. Et le mec qui a mené le dossier s'appelle Luis Ferrer, qui est un Argentin qui travaille avec le recruteur au Paris Saint-Germain. Il se plaignait parce que le directeur sportif de l'époque, Olivier Létang, ne voulait pas faire avancer le dossier. Un jour, Luis Ferrer mange avec un joueur de tennis argentin, qui s'appelle Gaston Gaudio. Bon. Et il lui parle de ça. Et Gaudio lui dit, mais tu veux que j'appelle l'émir? Il dit, comment ça? Il dit, ouais, je le connais, parce que l'émir est fan de tennis, etc.
Il a appelé l'émir et le lendemain, le PSG s'est mis sur le dossier à finaliser le joueur. Tout simplement parce qu'un joueur de tennis argentin a appelé l'émir. Donc à partir de là, un club aussi imprévisible de par son fonctionnement, tu peux faire aucun pronostic, et deux, ça peut partir dans tous les sens. Il suffit de connaître la bonne personne au bon moment, et on va te dire oui, parce que l'émir, comme tu sais, il a un billet à faire tourner, donc il n'y a pas que le PSG à faire, mais il prend un peu les décisions. Après là, si Kylian Mbappé part, je suis curieux de savoir comment il va réagir à Doha quand même. Et là il va partir. Enfin, Il lui offre un pont d'or, en tout cas, le PSG. Pour s'il part, en tout cas, il lui offre un pont d'or comme t'as pas idée. C'est indécent. C'est indécent. Bonsoir à toutes, à tous. J'ai très bonne nouvelle pour vous, pour annoncer. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. C'est quoi le chiffre? Le problème avec le PSG, c'est que c'est dur à dire parce que tu parles du contrat qui est déclaré en France ou tu parles des avantages qu'il récupère au Qatar? Je pense dans sa globalité. On est autour de combien sur une année? Messi, il a pris plus de 200 patates. Donc, 200 millions. Hein? Messi, c'est plus de 200 patates. Donc, je sais pas. Mais c'est énorme. Ils le disent pas trop, mais quand le chiffre est sorti, j'ai entendu les vrais chiffres, ça, les vrais chiffres sur Messi. Mais ça, c'est ce qui est déclaré en France. Maintenant, je suis curieux de savoir au Qatar, tous les contrats de sponsoring, de machin. Tu connais le dessous des cartes sur l'arrivée de Messi au PSG, ce qui s'est passé entre le Barça et... Non? Non, je suis pas sur Messi, je suis pas bon. Le seul truc que je peux te dire sur Mbappé, c'est qu'il lui met une pression et que tu as Emmanuel Macron lui-même, qui dîne d'ailleurs de temps en temps avec Kylian Mbappé, qui met des pressions pour qu'il reste au PSG. Soit disant pour le rayonnement de la France, etc. Mais je pose une question. En tant que président de la France, est-ce que déjà c'est son boulot, premièrement, d'aider une puissance étrangère, qu'on le veuille ou non, ça reste une puissance étrangère. Tu vois, c'est quoi l'intérêt pour Emmanuel Macron de faire ça? C'est une vraie question pour moi. Quand on enquêtait, nous, à Blast, sur le Qatar et qu'on a sorti nos premiers papiers, j'avais relevé un tweet de ta part. C'était celui par qui j'ai appris que le ministre de l'économie qatari avait été inculpé de corruption et emprisonné. Qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu connais de ces liens des raisons pour lesquelles il y a eu ces affaires de corruption et des liens avec l'achat de la Coupe du Monde, enfin tout ce qu'on a sorti? Déjà, c'était très intéressant la série de Blast FM, donc il faut rendre à César ce qui lui appartient, donc bravo. Et deuxième point, ce qui est quand même à noter, c'est qu'on peut y lire plusieurs choses, mais quand même l'émir du Qatar a pas peur de sanctionner, même ses très proches. Ce qui est quand même, qu'on le veuille ou pas, ça reste à souligner. Je veux dire, je regarde en France le nombre de ministres qui ont des affaires aux fesses et qui à chaque fois se font sauver, ou un ancien président qui a essayé de se rapprocher du pouvoir en place pour essayer de se sauver. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément de débordements financiers. Ça, tu le sais aussi bien que moi, dans tous les pays du Golfe. Et d'ailleurs, au comité d'organisation 2022, excuse-moi, de la Coupe du Monde, il y a énormément de débordements. Et il y a eu c'est le procureur aussi qui a pas fait un petit tour en prison au Qatar? Je sais pas. Non, tu me l'apprends. Il y a deux personnes importantes. Il y avait l'ancien ministre des Finances et je crois le procureur aussi. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Déjà, ça montre non à l'impunité, ce qui montre que tout le monde est touchable pour Nasser El Khelaifi. Les gens arrêtent de croire que Nasser El Khelaifi sera toujours protégé, etc. Mais en effet, il y a beaucoup de gens qui s'en sont servis. Après, on pourrait revenir vis-à-vis de la Coupe du Monde. Ce que tu as publié était très bon, c'est du lobbying. Mais moi, ça m'a fait penser à autre chose. Ça m'a fait penser récemment à son ancien ambassadeur américain au Pakistan, notamment, Monsieur Hollis, qui est maintenant jugé aux États-Unis pour justement avoir fait du lobbying pour le Qatar, qui est en poste aux Émirats. Les gens peuvent trouver sur Internet. J'ai perdu le nom de l'ambassadeur. Ils mettent ambassadeur lobbying Qatar. On va illustrer l'entretien. Et si tu veux, ça me fait penser à ça parce que quelque part, ce que Blast montrait, pour moi, c'est une campagne de lobbying à plusieurs millions, quoi. Et c'est un peu aussi ce que fait le PSG parce que fais une comparaison. Aujourd'hui, tu vas dans les salons VIP du PSG au Carré. Tu peux retrouver un ancien président de la République. Tu peux retrouver le patron de Total, d'autres patrons du CAC 40. Tu peux retrouver des ministres actuels. Tu peux retrouver des VIP et tout ça. Je te demande quel autre endroit au monde peut réunir autant de gens importants dans une même pièce. Outre le fait que ce soit inestimable pour un service de renseignement, c'est également inestimable en termes d'influence et de lobbying. Et ensuite, évidemment, ils ont fait passer plein de contrats. Il y a ce que vous avez sorti sur le petit Michel Platini. Enfin, tu connais le mieux que moi. J'ai pas assez d'expertise sur ce qu'a fait l'ancien ministre des Finances au Qatar. La seule chose que je peux dire, c'est quand même, je trouve ça bien que le mec paye de ce qu'il a fait, des irrégularités, parce que malheureusement, tu le sais aussi bien que moi,
Il y a plein de pays au monde où tu as des politiques malheureusement qui font pareil, qui ne sont jamais condamnés. Moi, je trouve ça quand même plutôt bien. Non, mais c'est parce qu'il y a eu des fuites assez tôt, c'est-à-dire que l'émir demandait à son secrétaire de demander au ministre de l'économie, de demander au directeur du Trésor de transférer des fonds pour un coup Michel Platini, un coup Nicolas Sarkozy, un coup Bernard-Henri Lévy, etc. Nous, on a publié tous ces courriers-là. Mais j'ai pas la clé parce que moi, j'ai pas d'informations du Qatar. Je ne sais pas si le ministre de l'économie est tombé parce qu'il y a eu ces fuites ou parce que c'est pour d'autres raisons antérieures à celle-là. J'ai eu un rendez-vous la semaine dernière, on en a parlé. Je vais pas te le cacher. Mais j'ai pas tout retenu parce que j'ai eu un rendez-vous de plusieurs heures. Et quand on m'avait parlé de lui, il y a d'autres affaires. Je sais qu'il y a eu d'autres trucs. Le mec s'est quand même bien servi. Le mec s'est bien servi. Mais je peux pas te dire exactement sur le pourquoi du comment. C'est qu'en gros, c'est que lui s'est servi. Je sais qu'il est tombé pour ça. Mais après, te dire quelle affaire exactement, malheureusement, je pourrais pas. D'accord. Alors, si on remonte aussi dans le passé, c'est toi qui, de mémoire, hein, c'est toi qui avais sorti en premier l'histoire des 12 clubs européens, les plus grands clubs qui voulaient créer leur championnat. C'est mon ami Tarek Pandja. C'est pas moi. Ouais. C'est mon ami Tarek Pandja. C'est ça, qui est journaliste au New York Times. Et donc, toi, tu l'as repris. Mm-hmm. Et ensuite, si tu veux, en France, il y a eu, on a repris ces infos sans du tout citer les sources et ça a créé des polémiques, etc. Oui, bah, si tu veux, c'est habituel. Et Tarek, c'est l'un des mecs les mieux informés. Après, il y en a qui le détestent, mais lui, il est ni du côté saoudien, ni du côté émiratien, ni du côté qatari, ce qui est un gage d'honnêteté, je trouve, dans ce milieu-là. Pardon. C'est lui qui avait tout sorti parce que c'était très important. Sachant qu'à la base, quand même, le PSG avait bien négocié, il faut pas oublier aussi. Mais après, malheureusement. Donc, pourquoi le PSG s'est opposé à ce championnat? Est-ce qu'ils y ont pas été associés au début? T'as pas d'infos particulières là-dessus? Non, mais tu sais, les clubs européens sont très volatiles. Et puis, le problème du football, malheureusement, surtout quand t'es dans les grands clubs, le Barça étant le meilleur exemple, là, t'as plusieurs mecs encore qui sont potentiellement pour des affaires judiciaires, notamment de corruption, c'est que les mecs se sentent au-dessus des lois. Pareil à la Juventus et tout ça. Et donc, se sentent impuissants. C'est quelque part un peu les maîtres du monde. On leur dit oui toujours. Donc, ils avaient l'impression que ça allait passer, que de toute façon, ils étaient plus importants que tout le reste. Alors, te dire les décisions du pourquoi du comment sur ce dossier-là, je ne pourrais pas. Par contre, je sais que derrière, Nasser El Khelaifi en a profité pour, entre guillemets, s'acheter une virginité, etc., avec ses grands amis de l'UEFA. Parce que si tu parles de lobbying aujourd'hui, il faut voir à quel point Nasser El Khelaifi et le Qatar sont influents dans le domaine de l'UEFA, qui est donc la Confédération européenne. Parce que la FIFA aujourd'hui, je pense que je vais te donner un exemple. Le G20 qui s'est fait en Argentine, c'était en 2017 ou 2018? C'est Mauricio Macri, l'ancien président argentin, qui est ancien président d'un club de foot, Boca Juniors. C'est servi du foot comme un entraîneur politique. Il invite pour la première fois un président de la FIFA au G20, donc Gianni Infantino. Si tu reprends le discours d'Infantino, tu pourras le mettre en post-production, il te termine son discours en disant oui, le football c'est la paix. Donc là, il te parle de politique et de football, là ça ne gêne pas. Et il te dit que peut-être ce serait bien que le Qatar partage sa Coupe du Monde. Parce qu'à l'époque, tu as les Saoudiens excédés comme pas possible. On est dans le blocus ou juste avant, vraiment, des périodes de tension. Ils cherchent à ce que le Qatar partage sa Coupe du Monde. Anecdote qui m'est arrivée. Je suis à Manama, capitale du Bahreïn, pour Bahreïn-Irak et Yémen-Arabie Saoudite qualificatif à la Coupe du Monde. Parce que ça me faisait marrer. Et en même temps, j'ai demandé avoir quelques vacances. C'était mes dernières vacances, quasiment 3 ans. Bref. Le matin du match Yémen-Arabie Saoudite, parce que j'étais avec les minutes, je vais voir Hervé Renard, français sélectionneur de l'Arabie Saoudite. On parle 1 heure, etc. Bon. Dans le lobby de l'hôtel, je ne me rappelle plus quel hôtel il était, un 5 étoiles très luxueux au Bahreïn, il y avait la délégation saoudienne qui venait du ministre des Sports. Et j'étais le seul étranger, donc il y a un mec qui vient me parler. Je fais partie du cabinet ministériel. Et on parle un moment, etc. Alors là, déjà, il me dit, ça me fait rire aussi. Tu as vu qu'ils organisent le Dakar et il y a plein d'events, liés au sport automobile en Arabie Saoudite. Ça fait former avec ça. Et il me dit, bah oui, parce que le ministre, c'est un ancien pilote. En fait, aussi. Et là, il me dit, non, mais de toute façon, regarde, le Bahreïn serait super bien pour quelques matchs de la Coupe du Monde. Il commence à parler d'impôts et tout ça. Et à l'époque, ils sont toujours persuadés, le mec me l'a dit, texto, devant moi, qui était au ministère des Sports, de faire flancher la FIFA à ce niveau-là. Ils ont pas pu, et regarde aujourd'hui ce qui est exceptionnel, sachant que Infantino est très proche de Mohamed Ben Salman, le prince héritier, c'est le chef d'État qui vote quasiment le plus au monde, même si anecdote, au début, MBS, je voulais pas le rencontrer, et c'est un certain Donald Trump qui a convaincu MBS de le faire. Parce qu'Infantino a une fascination pour Trump, comme pour son ami de l'époque Vladimir Poutine. Maintenant, il dit, ah non, j'étais pas ami avec lui, bien sûr. Et Mohamed Ben Salman. Sauf que derrière, Infantino, il faut prendre la FIFA comme une espèce de grand calamar qui veut mettre ses tentacules de partout. Et derrière, Infantino, il refait ami à fond avec le Qatar.
il déménage. Aujourd'hui, le président de la FIFA n'habite plus en Suisse, mais à Doha. Et je suis curieux de savoir où sa femme libanaise travaille. Si elle travaille pour le comité d'organisation 2022 de la Coupe du Monde, comme le suggèrent plusieurs journalistes étrangers. J'ai pas la preuve de ça, je pose la question. Mais ce serait exceptionnel de voir que le Qatar aurait réussi également à employer la femme du président de la FIFA et faire déménager le président de la FIFA chez eux. Je trouve ça exceptionnel. Et je rappelle, si tu veux parler de lobbying, là c'est le meilleur exemple, excuse-moi de t'avoir coupé. Tu sais que Nasser a un procès en Suisse, Nasser El Khelaifi, Oui. pour l'affaire de la villa. Il y a Jérôme Valls, c'est une villa, on l'accuse de corruption et tout ça. Et à l'époque, la FIFA avait porté plainte à ce niveau-là. Sauf que la FIFA avait retiré sa plainte contre un chèque de $1 million, je crois, ou je sais pas quoi, pour corruption. C'est pas savoureux quand même le droit suisse. Donc là, il y a eu l'appel. Tu peux le mettre en post-production et ça n'a pas fait de bruit, c'est encore scandaleux. Tu as quand même le parquet en Suisse qui explique que Nasser El Khelaifi, pour sa défense, a produit des faux documents. C'est quand même gravissime. Mais visiblement, il sera pas condamné, visiblement. Parce que pour être condamné en Suisse pour corruption, le problème, c'est que la FIFA a enlevé ça, donc enlevé le préjudice. C'est comme si il n'y a pas de préjudice, parce qu'en effet, ils ont été payés derrière. Néanmoins, il a produit des faux documents, d'ici le parquet en Suisse, qui est quand même très intéressant. Il y a le journaliste du Monde, Rémi Dupré, qui est un des rares à suivre ça de près, parce que c'est pas dans l'équipe qu'on va suivre tout ça. Est-ce que tu... t'as Alban Traquet qui fait du boulot à l'équipe quand même, et Antoine Bourlon quand même. Mais c'est vrai que Alban Traquet et Antoine Bourlon font du boulot à l'équipe. Après, est-ce qu'ils peuvent le faire jusqu'au bout? Il me semble que non. Et est-ce que t'as suivi un peu les déboires de Michel Platini avec la justice, avec Blatter, avec le Qatar, le repas de l'Élysée, etc. Est-ce que c'est quoi ton... Qu'il a dit à tout le monde à l'époque que nous, il a jamais pris un centime du Qatar. Tous les mecs ont travaillé avec lui. Ça, c'est le seul truc que je sais. Bon, je pense qu'il a bien menti à ce niveau-là. Après, je sais qu'il voulait se venger à tout prix du président de la FIFA, Gianni Infantino. Là, ça a l'air tendu, là. Mais il a fait quoi au final? C'est du blabla. Les vrais dossiers de la FIFA. Si tu veux faire tomber la FIFA aujourd'hui, c'est simple, hein. Comment ils couvrent des pédocriminels à travers le monde et tu prends un énorme cabinet d'avocats et tu les attaques au niveau international. Et moi, j'ai les preuves de ça. Et je peux te dire qu'il y a un paquet de dirigeants de la FIFA qui m'ont terminé. Voilà. Tu veux te faire tomber la FIFA, c'est pas plus simple que ça. Et tu vas voir que souvent, ils ont protégé ces mecs-là, non pas par volonté, mais par contrainte, parce que eux-mêmes ont commis des actes de corruption pour achat de vote. C'est aussi simple que ça. Mais là, quand toi t'enquêtes sur ces histoires-là, que tu essaies de vérifier, que tu leur écris, ils t'envoient balader ou ils te répondent encore? À la FIFA? Ouais. Je m'entends. Enfin, ils ont besoin de moi, c'est ça qui les embête. C'est aujourd'hui, il y a une telle pression médiatique au niveau international, même si je trouve qu'elle n'est pas assez, sur tous ces actes-là, qu'à un moment donné, ils sont sous pression, ils sont obligés de faire quelque chose. Surtout que là, on commence à s'attaquer aux instructeurs FIFA qui ont créé un système international de promotion sexuelle, d'exploitation sexuelle, notamment dans l'arbitrage. Si tu ne couches pas, t'es pas arbitre international, c'est simple. Notamment à travers toute l'Amérique centrale et même l'Amérique du Sud. En Colombie, c'est surtout sur les hommes, et des fois les petits. Et en Amérique centrale, c'est surtout sur les femmes. Même femmes avec femmes. Ça se fait, bref. Donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai reçu de la FIFA, je vais pas dire pour quelle affaire, mais la semaine dernière, un mail me demandant de l'aide. Parce que il y a des affaires, voilà. Si tu veux, moi je fais le suivi. Hein. J'ai pas de vie depuis 2 ans. Hein. Et quand je dis que j'ai pas de vie, j'ai pas de vie. Je termine à 3-4 heures du matin quasiment tous les soirs, avec les décalages horaires, parce que c'est moi qui fais le suivi psychologique et tout. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en danger de mort réel. Okay, donc j'ai une conférence avec la FIFA il y a 3 semaines à ce sujet-là. Et moi, je les ai trachés, tu vois, j'y vais honnêtement, en leur remerciant s'ils font des trucs, mais quand ils le font mal, il faut le dire aussi, tu vois. Et j'ai aucun problème à avoir le même discours avec toi qu'avec eux. Et en citant les noms des dirigeants qui ont fait ça, mais comment je peux vous faire confiance? Vous avez mis des dents. La FIFA a mis clairement des gens en danger de mort. Moi, j'ai une fille aujourd'hui qui a voulu se suicider à cause d'eux. Ok? Parce qu'ils se sont vraiment foutus de sa gueule, il y a pas d'autre mot, ils l'ont mis en danger. Aujourd'hui, sa vie, parce qu'elle leur a parlé, a complètement changé. Une fille je me sens responsable. Une haïtienne? Je dirais pas pour éviter les risques qu'il est vraiment en danger. Je te dirais juste qu'il y a un autre pays, il y a une fille, c'est la capitaine des moins de 20 ans. Elle a dû être exfiltrée tellement elle recevait des menaces parce qu'elle avait dénoncé ces abus-là. Aujourd'hui, elle vit dans un autre pays avec son frère et je le salue. Et si tu veux, c'est des dossiers qui humainement te prennent, c'est terrible, quoi. Donc, à un moment donné, ils sont obligés de passer par moi parce que toutes les affaires qui sont sorties quasiment depuis 2 ans au niveau international, c'est moi qui les ai sorties. C'est moi qui fais tout le suivi. Mais je fais tout sur ça. Et après, quand tu dis que ça a changé ta vie, c'est-à-dire que avant, t'as écrit un bouquin sur Cavani, t'as écrit un bouquin sur Unai Emery, t'as écrit ton bouquin sur les agents, comme je l'ai dit, et il y avait quand même une sorte d'amour et de désamour du football. C'est quand même un sport
Et là, t'as complètement décroché. C'est-à-dire que ces histoires. Non. Alors, explique-moi. Parce que j'ai jamais regardé beaucoup de matchs. Parce que je joue au basket aussi à niveau semi-pro. Donc, ça reste mon unique amour. Donc, je joue toujours. D'ailleurs, je peux te dire que la Fédération internationale de basket, elle est 20 000 fois pire que la FIFA. Elle est quoi? Elle est 20 000 fois pire que la FIFA. Ah ouais? Alors, eux, carrément, je te donne juste une anecdote, après je retourne là-dessus. J'ai fait les abus en série sur le basket malien. Okay, sur mineurs, hein, encore une fois, hein, en équipe nationale. Lors de l'enquête qu'ils ont fait par un cabinet anglais qui s'appelle Harrods Associates, avec un professeur canadien qui s'appelle Richard McLaren, qui est soi-disant le chantre de l'anticorruption, ils ont interrogé une fille que je connais, qui leur a expliqué comment un instructeur de la FIBA l'a sexuellement agressée quand elle avait 12 ou 13 ans. Lecture du rapport, ils ont enlevé le mec. D'accord. Elle m'appelle, la FIDA, elle me dit, mais comment ça se fait, il est pas là? Je lui dis quoi, moi? Là, dans ma tête, tu sais ce que je pense? Là, dans ma tête, c'est pourriture. Et là, j'ai une envie. Et là, si tu veux, t'as Human Rights Watch et Sports Rights Alliance, enfin, plusieurs ONG, qui ont écrit officiellement à la FIBA en demandant des explications et aussi pourquoi ils ont protégé autant de criminels et pédocriminels. Bon, c'est encore un autre débat. Là c'est le dossier malien. C'est pas aussi tentaculaire que sur le football. Je cherche pas à défendre la FIBA, mais t'as d'autres dossiers en dehors du Mali sur le. J'ai sorti le Kenya. Alors attends, le Kenya, ils ont fait pire. On a sorti sur la BBC ça. Pierre Edwards, un des responsables de BBC Africa, il m'a copié en mail. Il a envoyé un mail à la commission éthique de la FIBA et à tous les patrons de la FIBA en disant on n'a pas tout mis. Il y a ce monsieur-là qui est le conseil d'administration de la fédération. Voilà tous les témoignages, victime A, victime B, victime C, victime D. Là, on parle d'avortement sur mineurs de tout. C'est ce qu'ils ont fait, la FIBA. Ils n'ont même pas répondu. J'en ai rien à foutre. Genre que des gamines se fassent violer dans le tiers-monde, pour eux, j'ai presque envie de dire, c'est malheureusement le cas pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y en a plein qui me disent pourquoi tu parles de l'Afrique, etc. Comme si les filles et les enfants qui sont au Kenya, au Laos, je sais où, n'auraient pas les mêmes droits que les enfants en France, aux États-Unis. Ça, c'était pour la parenthèse. Pour revenir à ce que je te disais sur le désenchantement, j'ai jamais regardé trop de matchs. Moi, ce que j'aimais faire en Écosse, c'est prendre ma voiture, j'allais voir des matchs, rencontrer des gens, bon voilà. Maintenant, je peux regarder des potes, mais c'est vrai que je ne le regarde pas d'un même œil. On va dire que il y a des fins. J'ai fait, tu vois, du Pakistan-Cambodge, des matchs comme ça, moi j'adore. Hein. Même si le match il est peut-être truqué, tu sais, tu manges avec eux, tu découvres des mecs. Ça, t'as des mecs encore très attachants. Mais les dirigeants, je peux pas. C'est pas les joueurs le problème, c'est les dirigeants. Vous imaginez pas à quel point c'est vérolé, mais jusqu'à la moelle. Et pourquoi? Parce qu'il y a une impunité politique. Et tu peux te le prouver en France. Tu suis un peu le championnat en France ou en Espagne ou de très loin? Je suis les clubs, comment ils sont gérés, en fait, si tu veux. Parce que ça me fait marrer, c'est tellement du surréalisme que là, on a parlé du PSG. Mais va à Valenciennes, va à Nîmes, va à Niort, à Nancy, à Bordeaux, à Saint-Étienne. Tu t'aperçois qu'en fait, que c'est global. Et c'est terrible. Enfin, je sais même pas, en fait, comment le foot, c'est légal. Pas le foot, mais l'industrie. Je sais pas comment elle est légale. Et là, tu donnais, j'ai lu, je sais plus sur Twitter, tu parlais de Lopez à Bordeaux en disant que lui, parce que lui, il était à Lille. Lille marchait plutôt bien quand il y était, puis il arrive à Bordeaux, on comprend pas très bien. Avec combien de dates derrière, Bordeaux est coulé, et c'est un mec qui vient du Luxembourg. Enfin, tu t'es complété un peu là-dessus. Toi, t'as fait BlackRock, toi. Oui. Tu vois ce que c'est aussi Elliott Management. Oui. En termes de fonds vautours, c'est quand même pas. Ils ont quand même fait plier l'Argentine à l'époque, le Congo-Brazza. C'est eux qui réellement avaient financé Lopez sur des prêts à plus de 10% à Lille. À un moment donné, quand il n'a pas pu rembourser après la montagne de dette, donc ils l'ont dégagé. Il a refait ce principe de LBO, c'est-à-dire avec des prêts pour racheter Bordeaux. Et puis aujourd'hui, c'est une catastrophe, comme il a toujours fait, de partout où il est passé, que ce soit en Formule 1 ou autre. D'ailleurs, ce qui est très marrant avec Lopez, c'est un très fort communicant. À l'époque, il se vantait d'être très proche du Kremlin, etc. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu le plus grand défenseur de l'Ukraine. Je trouve ça phénoménal. Mais il y a plein d'articles qui montrent ça. Hein. Les gens, qu'à chercher une minute, tous ces liens, notamment lors du musée de Chaplin en Suisse, qui était derrière vraiment le financier, où il est aujourd'hui le financier. Je crois que c'est l'apothicaire qu'on l'appelait. Je laisse les gens chercher sur Internet, ils comprendront. Le Monde en avait fait une série très intéressante. Et là, tu parles de la gestion t'as pas d'infos sur la gestion de Serein et du FCMS, parce que là, on était dernier, on est en train d'essayer de se sauver grâce à Frédéric Antonietti. Donc, tu suis un peu. J'ai pas grand monde à Nice. C'est un des clubs où j'ai le moins. Après, tu sais, ça prend du temps parce que malheureusement, tous les dossiers que je gère de pédocriminalité, je dis, moi, je fais le suivi un peu. Avec les familles, et tu sais, c'est dur. Franchement, Denis, c'est pas tous les jours facile. Parce que t'as aucune aide, etc. Mais bon, globalement, j'ai pas un plaint et je suis content de ce que je fais. Mais en fait, ça me bouffe un temps terrible parce que je suis pas payé pour ça, hein. Je peux te dire, si tu veux faire, tu touches rien, hein. Quand je fais une vidéo sur le sujet-là, je la monétise même pas parce que autrement, la sera démonétisée, je me prendrai un avertissement.
Donc, si tu veux, je fais ça. C'est un autre travail que j'ai à côté, à temps plein, pour rien, littéralement. Donc, des fois, je fais quelques vidéos YouTube, etc., sur le peu de temps que j'ai pour vivre. Parce que c'est pas avec ça que tu vas gagner beaucoup d'argent. Il y a quasiment aucun média en plus qui peut publier ça. À part là, les Norvégiens de Josimar qui aiment les cartes blanches. Le Guardian, tu touches quasiment que dalle. Ça paye super mal, le Guardian, sinon, d'ailleurs. Mais au moins, je publie régulièrement et je le fais pour la cause. Tu vois, je le fais pour la cause. Là, pour le New York Times, j'ai 2 papiers qui doivent arriver qui concernent les affaires françaises. Je suis dessus depuis 2 ans. Écoute, 2 ans. on en parle après la vidéo. J'ai vu, je brasse des sujets qui peut-être intéresseront, enfin qui moi m'intéressent parce que je suis le football. C'est sur Algérie-Cameroun. Là, il y a eu toute une polémique selon laquelle le match avait été acheté. Il y a eu des papiers partout. Et toi, t'as pris la cause des Camerounais en quelque sorte en disant que les. J'ai pris la cause de le dossier. Est-ce qu'il y a une preuve de corruption? Non. Parce que on peut dire il y a eu des erreurs d'arbitrage, oui. Indébitablement, il y en a eu. Mais dans le dossier que la fédération algérienne a présenté à la FIFA, il te montre les erreurs d'arbitrage réelles, il n'y a pas de problème. Préjudiciable, comme dans plein de matchs de foot, malheureusement. Mais à aucun moment, tu as une preuve de corruption. Tu peux dire, il y a des erreurs d'arbitrage, mais prouver qu'il y a eu un achat ou autre. Je vais te donner un exemple pour te montrer à quel point c'est compliqué. En 2019, je sors une affaire sur la BBC autour de matchs truqués en Tunisie, du club de Bengardi, qui est le club de première division, qui est lié au président de la fédération tunisienne. Son frère est président d'honneur, lui c'est l'ancien président, etc. Bon, bref. Il y a eu 4 mises en examen en France suite à ça. Parce qu'en fait, des mecs avaient joué des grosses sommes à Nice en cash et tout ça en connaissant l'espoir à l'avance sur plusieurs affaires. Bon. Je vais donner une exclue Blast, tiens, pour le coup, qui en Tunisie va faire beaucoup de bruit. Ça fait 3 ans que je cherche les noms. Parce que le fils du président de la Fédé, il étudiait à Nice à l'époque, et je sais qu'il y a ses amis pas loin. Et je sais qu'il fait une garde à vue. Derrière, il le fait déménager à Londres. J'arrive pas à savoir. Mais là, je peux te dire que dans les 4 mises en examen, tu as un membre de la famille du président de la commission d'arbitrage de la Tunisie, ce Guélat, et tu as des amis au fils du président de la fédération. Le président de la commission en Algérie, toujours, en Tunisie, est toujours en place. La FIFA et la CAF ont le dossier depuis 3 ans. Ils savent qu'il est inculpé, enfin qui est mis en examen pour escroquerie en bande organisée et tout ça. Je crois qu'ils ont pris une sanction. Oui. Donc, mais si tu veux, j'ai mis 3 ans pour avoir le nom des mecs qui ont été mis en examen en France. Et là, parce qu'ils avaient parié qu'il y avait quelque chose, il y avait des alertes que j'avais gérées. Maintenant, tu prends au même moment qu'Algérie-Cameroun, tu as des matchs pour les qualifications de la CAN 2023 entre le Sud-Soudan et Djibouti. Bon, je vais me dire, c'est quoi le rapport? Bah, c'est simple. Fin du match aller, le Sud-Soudan gagne 4-2. Et tu as des Djiboutiens officiels qui viennent se plaindre à des arbitres en disant, mais on t'a donné l'argent. Ok. Donc là, les Sud-Soudanais entendent ça. Donc j'ai les échos du Sud-Soudan. Maintenant, comment je prouve qu'il y a eu corruption? Ok, j'ai l'info. Mais comment je le prouve? C'est pareil, là. Faut avoir soit un coup de bol, soit faut qu'il y ait un Judas. C'est-à-dire, faut qu'il y ait un mec au milieu qui a amené un peu, etc. Donc, c'est très dur. Si les Algériens ont une preuve de ça, je serai le premier à en parler parce que ça fera avancer tous les autres dossiers. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a rien du tout à ce sujet-là. Non, tu fais un métier difficile, je reconnais. Mais d'ailleurs, dans la Mano Negra, c'est la première fois où un journaliste touche de si près les liens entre crime organisé, mafia et vente de joueurs et agents. C'est toujours très délicat parce que tu peux pas dire que tel agent fait partie de tel cartel, etc. Mais par une juxtaposition de faits et tout, on peut être que troublé. C'est quoi les liens entre criminalité et football? Est-ce que le mal ne fait qu'empirer? Est-ce que l'Europe est touchée? On va parler de faits officiels. D'accord? Il y a quelques années, c'est trouvable sur Internet, tu avais le champion de l'Albanie, Skanderbeu, faut mal le prononcer, qui a été banni 10 ans par l'UEFA pour match truqué. Et dans le rapport officiel qui est disponible sur Internet, je l'ai au cas où je peux donner une copie. Je sais pas s'il est publié sur Internet, mais je crois, en tout cas, il y a plein de trucs. Le responsable de ce circuit financier, il truquait même les matchs amicaux, les mecs. Donc, c'était un grand circuit de blanchiment d'argent et tout ça. C'était l'ancien ministre des Finances du pays. Donc là, on est plutôt de l'État. Et l'UEFA explique dans son rapport qu'eux-mêmes ont reçu d'énormes menaces de mort en allant enquêter sur ça. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est très intéressant, c'est qu'il y a 15 jours, Europol a tenu une conférence de presse avec l'UEFA, qui n'a évidemment pas été reprise en France, en expliquant le phénomène des matchs truqués en Europe, qui ont perpétué l'augmentation. Moi, chaque année, je fais une vidéo bilan là-dessus. Et chaque fois, j'avertis. Et là, je vais te donner des exemples concrets que les gens vont voir en 30 secondes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Ce qui est important, c'est de le prouver. En 2019 ou 2020, j'ai un doute, tu as un attentat à la voiture piégée à Chypre contre un arbitre lié à des matchs truqués. Reuters en avait fait une dépêche. Tu as énormément de crimes, notamment à Chypre, autour des matchs truqués.
Tu as eu en République tchèque une vague d'arrestations également à la fédération il y a 1 an, vous avez des matchs truqués. Il y a 2 ans, Europol a fait, je crois, 45 arrestations en Arménie. Ils ont arrêté la D2, qui était quasiment toute truquée avec des propriétaires de clubs, des coachs. Et là, donc, tu as 2 semaines, tu as Europol et l'UEFA qui ont dit, mais attendez, c'est en perpétuelle hausse et le Covid a augmenté la hausse des matchs truqués en Europe. Donc, quand tu as Europol qui a commencé à en parler, tu te dis, bon. Ensuite, deuxième point, c'est l'Asie. L'Asie, c'est le paradis des matchs truqués. Et pas uniquement pour le betting illégal, c'est-à-dire quand je dis illégal, c'est pas dans un tripot au sous-sol. C'est dans les pays où la législation, en théorie, l'interdit. Mais en fait, où ça le fait. Et toujours, tu peux parler sur n'importe quoi, sur le nombre de corners, qui va prendre un carton jaune, le nombre de tirs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas truquer non pas le résultat, mais par exemple, tu vas mettre 2-3 joueurs dans la combine pour dire, il faut qu'il y ait plus de temps de corners en première période. C'est plus moral. Sauf que derrière, en fait, tu te rends compte que c'est les triades. Et là, on est clairement dans l'empire le plus criminel possible. Et pour tous ceux qui s'intéressent à ça, tu as 2 affaires très intéressantes. On appelait ça de syndicate. C'était le plus gros conglomérat de matchs truqués à travers le monde. C'était géré par 2 Singapouriens, dont un qui s'appelle Dan Tan, D-A-N, un T-A-N. Et l'autre, Wilson Perjuman, j'ai un doute. Vous mettez match fixing, ils ont été attrapés. Et après, ils ont été libérés. Et tu te rends compte qu'ils ont trafiqué des parties de qualif à la Coupe du Monde, même des matchs de Coupe du Monde. Ils t'expliquent un peu tout ça. C'est un réseau international. Et les mecs, il y avait le FBI à leur trousse, il y avait tout le monde à leur trousse. Et là, t'es clairement dans le très grand banditisme. Donc, c'est une pieuvre internationale. Qu'est-ce que les instances font pour régler ça? C'est balistique, pas grand-chose. Après, si on veut vraiment parler de match truqué en France, tu as quelques années, l'un des responsables de la commission de discipline de l'UEFA avait appelé le président Noël Le Graët en lui expliquant qu'un match de national allait être truqué ce soir. Et il a dit oui, on sait. Rien n'a été fait. C'était un peu avant l'Euro 2016 et on a enterré le dossier. Oui, il faut même aller plus loin. GLMS, qui est une loterie un peu européenne de contrôle, etc., à chaque année des alertes rouges qui concernent la France. Quand ils ont une alerte rouge, ils estiment que c'est truqué. Ce concernait parfois 1 ou 2 matchs de Ligue 1 par an. On ne sait jamais rien. C'est comme les rapports des soi-disant offices de contrôle de l'UEFA et de la FIFA, comme Sport Radar. Les mecs, je les connais, ils sont gentils, hein. Ils ont publié leur rapport. Tu regardes le rapport, t'as pas un pays qui te dise, t'as pas un championnat, c'est superflu. Ils te disent, oui, c'est en hausse, les matchs truqués. Oui, mais c'est où alors? Ah bah non, faut surtout rien dire, parce que les mecs, ils font de l'argent avec l'UEFA. Ils vont pas commencer à dire tout est truqué quand même. Et après, ils te disent, oui, la Confédération asiatique, c'est un modèle d'intégrité. Alors, quand le mec a dit ça, j'ai dit, non, mais là, putain, même Bernard-Henri Lévy aurait pas osé parler comme ça du Qatar, tu vois, à l'époque. Donc, je sais pas combien ils ont pris, mais là, il y a peut-être une enquête blast à faire, hein. Écoute, on pourrait continuer des heures. Je vais pas prendre, t'as du boulot et tout ça. Je voulais surtout, comment dire, que les gens qui te connaissent pas, parce qu'on te connaît de nom, te découvrent. On peut pas épuiser tous les sujets, mais t'es un journaliste sport. Tu t'intéresses au sport, mais j'allais dire un journaliste sportif. T'es le contraire de tous les journalistes sportifs que je connais sur la place de Paris, mais tu sors des infos. Là, ça fait 2 ans que effectivement, tu passes ta vie à sortir des scandales de nature sexuelle liés au football, au basket et tout ça. Et puis tu as une bonne connaissance des réseaux et donc ce qui apporte des informations qui viennent un peu à contre-courant de tout ce qu'on voit. Mais moi par exemple, je continue à regarder les matchs de football. Ça doit venir de mon enfance et voilà, j'ai une sorte de toxicomanie qui est liée à ce sport, même si je m'en détache de plus en plus. Je vais avoir du mal avec la Coupe du Monde au Qatar, compte tenu de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai documenté sur la corruption, sans même parler de la mort de ces ouvriers. Enfin, il y a un truc. Le président de la FIFA, il a dit que c'était bien que les migrants ils aient des travaux sur les chantiers la semaine dernière au Qatar. Il a sorti ça. Il a dit que c'était bien. Et c'est la presse anglaise en plus, je crois que c'est le Guardian qui le premier a sorti le scandale des ouvriers morts. Il y en a beaucoup qui l'ont sorti, mais si tu veux, et puis moi après ce que j'aime pas aussi quand même, faut quand même le préciser, c'est que tu as les ennemis du Qatar qui font pique-pente, qui font les mêmes choses, qui après vont payer des ONG ou des journalistes pour faire des reportages contre ça. Le Qatar va faire en échange, va inviter tout le monde pour faire des grandes opérations de promotion pour dire que tout va bien. Enfin, si tu veux, il y a cette vision super manichéenne des gentils et des méchants d'un côté, alors que malheureusement dans le lot, j'ai l'impression qu'il y a que des salopards. Et tu continues à regarder les matchs encore? Je sais pas, tu regardes le PSG, tu regardes l'équipe de France? Non, si tu veux, j'avais regardé un peu Haïti parce que forcément lié, tu vois, j'avais regardé un peu la CAN, la Coupe d'Afrique. Là, je vais regarder un peu quelques matchs de qualif de temps en temps. J'ai regardé Cuba parce que j'ai des potes que je connais qui jouent pour Cuba. Donc le foot international m'intéresse, notamment les petits, même si je sais que souvent c'est truqué. Après, si tu me demandes de faire un reportage, là, je suis dégoûté, j'avais pas l'argent pour le faire.
Sinon, je serais allé au Qatar, j'aurais sans doute mangé au restaurant syrien, le centre de Doha, qui est très bien, où j'y étais avec quelqu'un à l'époque. J'ai fait Pakistan-Cambodge, j'étais localisé là-bas. Et en fait, en mars, tu avais les qualifications de la Coupe d'Océanie qui se déroulait au Qatar. Donc, Ouais, et j'aurais adoré faire les îles Cook, qui n'avaient pas joué un match depuis 7 ans, même plus de classé au classement FIFA. C'est génial, que des amateurs, des mecs mal dégrossis, et il doit y avoir des histoires fascinantes à raconter. Donc ça, si tu veux, ça me fait bander. Pardonne-moi l'expression, tu vas manger avec eux, tu vois, tu fais de l'inside. Ça, c'est du reportage à l'ancienne. Ça, j'aime. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans un gros club ou dans une grosse sélection, t'as plus d'accès. Les gens doivent comprendre, c'est que de la communication. Il n'y a rien de vrai. Par exemple, les entretiens en première ligue. Les diffuseurs étrangers ont 10 minutes montre en main et les questions doivent être envoyées à l'avance. Oui. Et j'ai l'impression que Mao, il regarderait ça et dirait, putain, mais c'est des génies, les mecs du foot. Je te dis, je suis sûr que Joseph Staline, il doit se retourner dans sa tente et dire, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Donc vraiment, non mais vraiment, le foot a réalisé le rêve de n'importe quel potentat qui veut contrôler une population. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'opposition. C'est-à-dire que, par exemple, le PSG, qui est pas un journaliste, ils avaient émis même d'autres clubs, hein. Tu prends Valenciennes, tu prends même Dunkerque. Eh ben, on va tester sur conférence de presse, on va faire pression sur tes employeurs pour se faire virer, etc. Et tout le monde s'en tape. Donc, c'est un monde de non-droit absolu. Et par contre, il y a un point, je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord sur la Coupe du Monde au Qatar. Néanmoins, les autres, c'est pas mieux. Mmh. Là, on a publié il y a 2 semaines, enfin, que des preuves que les JO de Sydney en 2000 avaient été achetés aussi. Que les JO de Sydney en 2000 avaient été achetés, on l'a publié il y a 3 semaines. Par contre, on a réussi à plus que ça. Mais je peux te dire que le mondial d'Afrique du Sud en 2010, c'est pareil. Oui, je sais, en athlétisme aussi, on a championnat du monde, on l'a deux. Et dis-moi. C'est terrible. Et le problème que tu as aujourd'hui, ça, c'est à signaler, le Qatar, comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, se font une guerre du Golfe 2.0 aussi à travers la Formule 1, à travers le MotoGP, et surtout à travers le football. Et tu as plein de gens derrière qui sont contents parce que ça leur fait plus d'argent. Donc, on est arrivé à ce niveau-là et de voir aujourd'hui l'infiltration sportivo-politique de ces États-là en Europe à travers le sport et ne pas l'avoir su prévenir et ne pas comprendre tout ce qu'il y a derrière, notamment du Qatar, notamment ce qu'ils ont voulu faire du thème des banlieues en France. Là, tu demanderas à Nasser El-Khelaifi la prochaine fois que tu le vois, tu lui demanderas ce qu'ils ont voulu faire sur le thème des banlieues en France, que ça lui fait une crise d'urticaire quand on lui en parle. Et ça, c'est le thème tabou. Un peu mieux là. Explique un peu mieux parce que c'est le thème tabou du Qatar. Ah bah, ils ont voulu influencer, clairement. Ils ont voulu influencer en France à l'époque. Et ça a foiré. Avec leur vision à eux pour contrecarrer la vision des Émirats et aussi avoir un truc de contrôle et tout. Ouais, ils ont essayé. D'accord. Et tu sais, le Qatar, tu sais aussi bien que moi, a une influence considérable dans ce qu'on appelle les printemps arabes. Ouais. Hein, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, c'est ça. Mais même en France, et si tu regardes, c'est un pays qui a enfin, je trouve c'est assez fascinant de voir comme ils essayent d'influencer les pays extérieurs sur la manière dont ils pensent, etc. et également en Occident. Et à travers le PSG, bon, bah, ils avaient quand même quelques ressorts. Mais après, ils sont pas c'est pas les seuls, hein. L'Arabie Saoudite et les Émirats avaient également fait un peu pareil. Ah, ils ont aussi des clubs par ailleurs. Et là, mais c'est pas pareil. Le PSG, vraiment, je t'assure, c'est juste de l'image. Et attention, parce que elle est jamais sortie cette histoire-là, mais pour te montrer à quel point c'est important, on est dans des sphères importantes. Nasser El-Khelaifi s'est fait infiltrer 2 fois par les services égyptiens. Donc, à travers BIM. Les mecs qui s'appelaient Ali Chouké et Ali Salem, de mémoire. C'est sorti. Il y en a un, d'ailleurs. Oui, c'est sorti, pas en France, mais c'est sorti. Il y en a un, c'est sorti parce qu'il a été emprisonné au Qatar. Et c'est noté pour spying, etc. Il a été essayé d'infiltrer plusieurs fois. Et sa vie, alors là, on va pas lui souhaiter, évidemment, mais il y avait des gens, notamment en Arabie Saoudite, qui voulaient sa tête, à un moment donné. Clairement. Ouais. Et pourquoi? Regarde encore une fois. Mais c'est fou, les mecs, comme ils sont. Il faisait Pegasus avait pinché son téléphone à Nasser. J'ai vu ça. Les Saoudiens en avaient vraiment contre lui à un moment donné. Pourquoi aussi? Parce que quand ils ont voulu racheter Newcastle, au début, ça a foiré. Bon. Et le Qatar avait joué un rôle dedans. À l'époque, c'était de la piraterie, ce qui passait entre BNB et Outcome. On pourrait faire un épisode spécial là-dessus aussi. Et Nasser se vantait dans des groupes WhatsApp que c'était grâce à lui. Sauf que son téléphone, il était pinché. Donc les mecs savaient qu'il s'en vantait et qu'il avait niqué les Saoudiens, comme il disait. Bon, bah, les mecs ont voulu se le faire. Pas voulu se le faire. Nasser était pas sûr, hein, je peux te le dire. Il est devenu complètement paranoïaque. Aujourd'hui, tu le rencontres, tu dois laisser sur ton téléphone. T'es fouillé, etc. Ah, c'est le Nasser d'il y a 10 ans et aujourd'hui, les gens. Je pense que toi, tu avais dîné avec lui à Doha, tu le connaissais. Non, moi, j'ai pas dîné avec Nasser. Non, tu Par contre, je connais tout son entourage. Resto. Non? Non, j'étais avec d'autres gens du PSG. Dans un restaurant syrien du centre de Doha. Par contre, ces gars à lui m'ont quasiment tous contacté. Donc Jean-Marcel Riff, je lui ai déjà parlé à l'époque.
Des mecs même comme les fameux frères Bessédic, dont on retrouve, je crois, dans une trace d'Amblast à un moment donné, dans certains documents, je suis pas sûr, je crois. Oui. Et puis toi, t'en parles dans ta vidéo Bah oui, mais c'est les Benalla du PSG. Si je devais comparer, c'est les Benalla du PSG. D'ailleurs, l'un des frères Bessédic s'est battu avec Benalla à l'Élysée, c'est Macron qui les a séparés en disant Ahmed, calme-toi. Donc je sais pas comment Emmanuel Macron connaît l'un des frères Bessédic. J'ai du respect pour lui, mais il a une ascension météorique. Et Nasser a toujours dit qu'il avait aucun lien professionnel avec lui. Bon, c'est à démontrer. Mais les frères Bessédic, aujourd'hui, qui m'en veut là, je sais. Bon, Ahmed, un jour, m'a appelé pour me menacer, tu vois. Et il me dit, ouais, on va prendre. Il me dit, ouais, j'arrive, on se voit, etc. Mais pas méchant, tu vois, j'ai pas envie de le tailler. Pas méchant, etc. Mais moi, je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et on a parlé, etc. Ensuite, il m'a raconté pendant 40 minutes, il m'a menti pendant 40 minutes pour me dire que c'est lui qui avait fait venir Zidane à l'époque dans un match, qui était directeur d'Al Jazeera, mais des trucs, mais lunaires, pour me raconter n'importe quoi. Et si tu veux, les frères, des fois, m'appellent. D'autres gars de Nasser m'ont appelé. Et là, des fois, quand t'as ça, si tu veux, au téléphone, c'est ni menace, ni flatteur. Tu te demandes dans quelle galaxie t'es tombé, en fait. Tu te dis, mais c'est ces gens-là qui conseillent Nasser? Mais Nasser, il est quand même relativement inamovible à la tête du PSG. Enfin, en tout cas, la saison prochaine, il va y rester. Attends, après la Coupe du Monde. Ouais. Je sais que c'est chaud pour lui, mais ça veut Nasser, faut pas oublier, hein. Il est loyal. Pourquoi il a été mis là? C'est parce qu'il obéit à l'émir. C'est tout. C'est pas lui qui décide, Nasser. Quand les gens vont comprendre ça, ils auront tout compris. Nasser, après l'élimination, il y a des années contre Manchester City, l'émir lui a pas parlé pendant des mois, il était pas bien. C'est pour ça qu'il va discuter de ces personnes ayant la relation avec l'émir. Tu as des infos sur le futur entraîneur ou pas du tout? Bah, ils essayent de faire Zidane depuis un moment, mais visiblement, compliqué. Hein. Ouais. Après, le problème que tu as vis-à-vis du Qatar, bah, c'est pas un problème. Déjà, je sais pas si l'émir, il se rend compte de comment son club, il est géré. Et où va l'argent? Premier point. Deuxième point, le nombre de gens qui s'engraissent sur le dos du club. Ce que les fans doivent comprendre, c'est que quand tu aimes le PSG, ou quand tu aimes le foot, tu veux pas tolérer la direction. Parce que si ça avait 1% de ce qui se passe, il y a personne qui viendra au Parc des Princes. Tous les employés que je connais, et j'en connais un paquet qui aiment le club, s'en sont tellement dégoûtés à un point que tu imagines même pas. Tellement c'est inique, et tellement aussi c'est n'importe quoi. Est-ce que tu me permets une anecdote sur le fonctionnement du club pour te montrer le fonctionnement Nasser El Khelaifi et Qatari? Tu as aujourd'hui à la boutique du club des appâts de pêche, d'accord? Ça vaut entre 140 et 150 euros. Appâts de pêche PSG. Tu te dis, c'est une idée du marketing. Dans la logique, le marketing, c'est fait pour le marketing. Mais non, tu es au Paris Saint-Germain. Là, c'est le responsable de la communication, monsieur Jean-Marcel Rive, qui a un pouvoir démesuré, Nasser, qui un jour a trouvé que c'était une bonne idée de faire des appâts de pêche du PSG. Alors, les mecs le regardent d'un air de dire, on a un club de foot, tu vois. Et le mec dit non, là, il part dans un délire en disant que ouais, on va faire un partenariat avec un club de pêche à la mouche de la Seine, on va faire des photos, on va envoyer Cavani, qui était l'ancien attaquant qui pêchait. Bon, les mecs pensaient qu'il avait abandonné l'idée, et puis un jour arrivent des prototypes sur le bureau. Ils ont des prototypes et tout. Et le mec fait sortir ça, donc entre 120 et 150 euros, et il va voir les gens de Megastore et dit, faut y mettre en avant, faut y mettre en avant. Bon. Arrive, il y a 3-4 mois, 2-3 mois, l'un des mecs de la communication du PSG qui parle, il s'appelle Yann Guérin, qui laisse un mail à tous les salariés, les dirigeants. Et donc, il fait un mail pour les remercier, et à la fin, il dit, je vais terminer avec un peu d'humour. Okay. Et là, il troll le club, il trash le club, c'est à mourir de rire. Enfin, si les supporters le lisaient, il pèteraient un plomb. Et là, il met 4, comme le nombre d'appâts de pêche vendus depuis que ça a été commercialisé. Et entre parenthèses, il met tous achetés par Jean-Martial. Donc, les 5 qui les ont achetés, en fait, c'est lui-même qui les a achetés. Il n'y a personne. Mais si tu veux, le mec, à un moment donné, il est pas dans le marketing. Mais vu qu'il est avec Nasser, eh ben, tu décides. Donc, et lui, des fois, il va s'infiltrer dans le sportif alors qu'il y connaît rien. Et en fait, tous les gens autour de Nasser, ils font ça. Pourquoi le PSG, c'est le bordel? C'est que t'as des mecs qui sont à un poste, mais en fait, ils vont s'improviser autre chose parce qu'ils ont envie, parce qu'ils connaissent Nasser, etc. Tu gères pas un club comme ça, tu gères plein d'entreprises comme ça. Donc, les appâts de pêche, ça te montre comment tout le club, il est géré, si tu veux, parce que c'est pareil dans tous les autres secteurs. Et Leonardo, il reste, lui, il est inamovible? Bah, à la base, il devait sauter, puis il est allé au Qatar, je sais pas le numéro de serpent à sonnette qu'il leur a fait, tu sais, genre quel serpent. Mais sachant qu'il est unanimement détesté par l'ensemble des joueurs et des salariés, je sais pas comment il peut rester, mais bon. En tout cas, avec lui et Nasser, c'est la guerre. Je sais pas comment ça va se passer. Mais n'oublie pas que Nasser, il obéit plus. Les gens, ils ont tendance à oublier ça, la structure pyramidale au Qatar. Nasser, il obéit. C'est pas un ami du prince, Nasser. Il est jamais parti à Courchevel avec lui, que je sache.
Contrairement à des tennisman, comme l'ancien grand joueur marocain de tennis Karim, j'ai perdu son nom, qui était un ami très très proche de Timim, et d'autres que je peux citer, des joueurs de foot, etc. Nasser, c'est un exécutant. Et ensuite, il a des mecs en dessous qui exécutent aussi pour lui. Écoute, au moment où je fais cette interview, là, le FCMS n'a pas joué son dernier match, mais ils vont le jouer au PSG samedi. Là, j'espère qu'ils vont les battre. Voilà, ce match-là, j'aimerais bien le voir, sauf que j'ai un match de basket en même temps, parce qu'il y a mon club qui joue le même soir. En tout cas, Romain, je te remercie beaucoup de cet entretien. On a brassé beaucoup de choses. On va prendre le temps de le monter, de le documenter, etc. Et puis, je vais continuer à te lire. Et voilà, merci. Et je te reprends derrière. J'ai 2-3 trucs à te dire. Avec plaisir, Denis. Merci beaucoup à tous.